Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Alba Ventura. Emmanuel Macron est donc officiellement candidat. Qu'est-ce que ça va changer ? Bonne question. Qu'est-ce que ça va changer ? Écoutez, on avait un président qui était en réalité déjà candidat depuis longtemps. Et si vous lisez la presse ce matin, vous voyez que depuis 1 an, il était à préparer sa campagne. Et il y a une forme d'hypocrisie à être resté protégé par la présidence de la République et n'avoir pas voulu rentrer dans l'arène. C'est pas comme s'il se passait rien, Olivier Faure. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui il se passe quelque chose, mais la guerre en Ukraine, elle a commencé il y a 1 semaine. Elle n'a pas commencé il y a 1 an. Et la réalité, c'est que le président a souhaité avant se ça, il y avait une soustraire. autre crise qui était le Covid. Oui, bien sûr. À gérer aussi. Bien sûr, il y a toujours quelque chose à gérer quand on est président. Donc, dans ces cas-là, on peut aussi ne pas faire campagne. Mais une campagne présidentielle, ce n'est pas la reconduite du sortant par tacite reconduction. C'est un débat, c'est une confrontation d'idées où chacun vient exposer ce à quoi il croit et ce à quoi il s'engage pour la France pour 5 ans. Et ce débat-là, il ne peut pas être totalement écarté du fait qu'aujourd'hui, le président français a choisi d'être président de l'Union européenne pendant la période où il était aussi en campagne. Et c'est aussi une façon de se protéger d'un débat qu'il ne souhaite pas. Et quand je vois cette lettre qui a été adressée aux Françaises et aux Français, en réalité, c'est là aussi la volonté de se soustraire, y compris à votre regard et à vos interrogations. Mais là, il ne peut pas. Enfin, il est accaparé à 1000% dans cette guerre. N'importe quel président, Macron, ou dans cette situation, ferait la même chose que lui, non ? Je sais pas, par exemple, il aurait pu venir se déclarer devant des journalistes, avoir des questions, être amené à des réponses. Là, vous avez un président qui vous écrit, qui vous dit, en gros, ce que j'ai fait, c'était super. Et puis ce que je vais faire, ça va être génial. Ben non. Et en fait, il faut de la précision. Il nous dit, il faudra travailler plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on change la durée du travail hebdomadaire, on allonge la réforme des retraites. La réforme des retraites, mais dans ces cas-là, il faudrait dire quel est l'âge de départ qu'il suggère. Il y a une confiscation, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Confiscation du débat. Il y a une forme de confiscation du débat. Et il pourrait y avoir un débat malgré la guerre en Ukraine. Il doit y avoir un débat. Parce que sur la guerre en Ukraine, Alba Ventura, la réalité, c'est que moi, je n'ai pas beaucoup de désaccords à afficher avec le président de la République. Nous devons faire unité dans un moment qui est extrêmement grave, où les Françaises et les Français, comme l'ensemble des Européens, sont très inquiets, et à juste raison. Et ce qui se fait aujourd'hui sur les sanctions, sur la volonté de maintenir une part de dialogue avec Vladimir Poutine, malgré tout, de chercher des sorties possibles, sur tout cela, nous pouvons être d'accord. Même sur, moi j'étais à la tribune de l'Assemblée cette semaine et j'ai appelé de mes vœux une défense européenne digne de ce nom. Et quand le sommet européen aura lieu la semaine prochaine, s'il aboutit à des résultats, je serai le premier à applaudir, notamment le revirement de l'Allemagne, grâce au chancelier social-démocrate Olaf Scholz, qui enfin prend conscience du fait que nous sommes dans un monde dangereux et qu'il faut savoir se défendre. Donc sur là-dessus, pas de sujet. Mais on ne peut pas, au nom de la guerre en Ukraine, considérer qu'il n'y a pas de campagne présidentielle. Mais qu'est-ce que ça peut changer par rapport à votre candidate, donc Anne Hidalgo, je le disais, scotchée à 2% encore ce matin dans notre sondage BVA. Qu'est-ce que ça peut changer pour elle ? L'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Mais je ne crois pas que la question ce soit, en fait, ce que ça peut changer pour qui que ce soit, c'est ce que ça doit changer pour la France. Et ce que propose Anne Hidalgo dans cette campagne, c'est un projet qui est construit, qui a mis 2 ans à être rédigé, avec des propositions très concrètes sur le pouvoir d'achat, sur le logement, sur Vous espérez qu'elle bénéficie du retrait de Christiane Taubira ? Mais attendez, je ne suis pas du tout en train de chercher à faire de la basse politique, en cherchant à faire des additions, etc., et à récupérer qui que ce soit. Ce que non, mais à un moment, on va se poser un problème, c'est que si vous faites moins de 5%, c'est un souci, non, pour le Parti Socialiste. Vous savez, j'ai lu dans Libération, après l'élection, le PS, c'est fini, il faudra l'enterrer. Ça, c'est un socialiste qui le dit dans un article de Libération il y a quelques jours. Nous en reparlerons à ce moment-là. Ce que je vous dis, moi, c'est que nous sommes dans une campagne électorale, que nous avons une candidate qui est extrêmement courageuse, qui, en dépit de ce qu'on raconte sur elle, sur les sondages, etc., continue à faire une campagne où elle parle de fond,
où elle dit aux gens ce qu'elle veut faire. Et moi, j'aimerais que dans cette campagne, tout le monde ait le même comportement, que tout le monde dise « je m'engage à tel et tel point ». On ne peut pas avoir cette espèce de flou artistique, artistique, je suis pas sûr, mais entretenu, où personne ne sait ce qui va se passer, où au nom de tel ou tel événement ou de telle ou telle crise, on ne dit pas où on emmène les Français. Ça n'est pas possible. En tout cas, malgré la faiblesse de la candidature d'Anne Hidalgo, vous gardez au PS suffisamment de force face à l'un de vos adversaires, Jean-Luc Mélenchon, et son ambiguïté dans le contexte de la guerre en Ukraine. Je cite Anne Hidalgo, « Cette guerre en Ukraine montre le vrai visage de Jean-Luc Mélenchon. Qui peut imaginer se réveiller un matin avec un président de la République qui transforme les agresseurs en agressés ?» Vous dites exactement la même chose ? Oui, c'est un constat que chacun peut faire. Il y a eu un revirement maintenant. On voit bien que ce soit, les 3 candidats qui jusqu'ici ont soutenu Vladimir Poutine, se sont mis à changer parce que, à l'épreuve des faits, ils ne peuvent pas tenir. Le discours va imaginer que Éric Zemmour expliquait qu'il fallait un Poutine français. Ouais. Aujourd'hui, qui encore souhaite un Poutine français ? Personne. Donc, évidemment, ils sont en train de changer de cap. Mais la réalité, c'est que il y a des candidats qui, depuis des années, sont poutinophiles, ont cherché à expliquer que la vraie question, c'était l'agression de l'OTAN. Adrien Quatennens, il y a quelques jours, parlait lui-même d'une annexion de l'Ukraine par l'OTAN. Enfin, franchement, comment peut-on parler d'annexion de l'Ukraine par l'OTAN ? Est-ce que ces attaques, ça peut aider Anne Hidalgo à remonter dans les sondages et en tout cas à séduire plus d'électeurs ? Mais ça sert à dire sa vérité. Ça sert à dire... Dans une élection, voilà ce que nous portons. Nous sommes la gauche qui est une gauche européenne, une gauche républicaine qui peut-être fera le score qu'indiquent les sondages. Moi, je ne le crois pas. Moi, je crois que dans cette partie de la campagne, qui est celle dans laquelle les Françaises et les Français rentrent progressivement, avec un président désormais qui est officiellement candidat, eh bien, on doit avoir cette confrontation d'idées. Et c'est la raison pour laquelle je la réclame avec force. Et je réclame le fait, y compris, que le chef de l'État ne se soustrait pas complètement et accepte les débats avec les candidats. Mais vous êtes optimiste pour elle ? Pour cette candidature. J'ai l'optimisme de la volonté, Alba Ventura. L'optimisme de la volonté. Je me souviens de vous, Olivier Faure, en 2020. Vous vouliez tout changer. Le nom du PS, les pratiques, le projet du PS, parce qu'il n'y avait pas de candidat naturel. Et puis, vous avez jeté votre dévolu sur Anne Hidalgo. Vous l'avez imposé. En réalité, vous n'étiez pas prêt. Le PS n'était pas prêt à présenter une candidature. Ah bon, mais je vois pas très bien ce qui permettrait de dire ça. En fait, la réalité, c'est que il y a un projet qui est, faites la comparaison. Prenez le temps un matin de lire tous les projets, de regarder quels sont ceux qui se limitent à quelques slogans et ceux qui vont jusque dans le détail, qui expliquent comment ils feront pour assumer les grandes transitions, la transition écologique, numérique, comment est-ce qu'on fait pour consolider les droits des salariés, comment est-ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat, comment est-ce qu'on fait... Donc ce n'est pas fini pour vous, ce n'est pas fini le PS. Mais ça n'est jamais fini. C'est pas une histoire qui est en train de se terminer. Mais attendez... On va pas commencer à parler du PS à un moment où on parle de la présidentielle. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les Françaises et les Français. Et dans cette campagne, nous sommes les rares à poser les vraies questions qui sont celles sur lesquelles nous sommes interpellés tous les matins. Une vraie question, puisque le président a mis en garde contre les conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il faut un nouveau quoi qu'il en coûte ? Oui, il faut. Oui, bien sûr. Bien sûr, vous n'avez pas à supporter les conséquences de la guerre à des Françaises et des Français qui sont déjà complètement assommés par toutes les hausses, le prix de l'énergie. Rendez compte, même pour vos pâtes, ça a bondi de plus de 40% en quelques semaines. Donc on ne peut pas effectivement demander aux Françaises et aux Français d'assumer ça. Donc oui, il faudra effectivement les soulager, les accompagner, faire en sorte, et là aussi, revenons sur la campagne, Anne Hidalgo est la seule à avoir proposé que sur le carburant, on puisse baisser la TVA provisoirement pour permettre à celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix. Oui. D'accord. C'était la première en tout cas. Et donc, je regrette qu'on n'ait toujours pas avancé sur ce sujet-là, bien sûr. Olivier Faure, dernière question. Le pass vaccinal, ce sera donc terminé le 14 mars. Vous êtes soulagé ? Pas soulagé. Il fallait à un moment un pass sanitaire, puis un pass vaccinal pour engager les Françaises et les Français à se vacciner. Ça a été l'une des raisons pour lesquelles, la létalité, la mortalité de ce Omicron a été moins forte. Et donc, il faut s'en féliciter. Merci beaucoup, Olivier Faure. Merci à vous. Et merci à vous de l'intégralité de cet entretien.